Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Antoine Collin. Je suis le responsable du service connaissances milieu aquatique, protection de la ressource et politique territoriale au sein de l'Agence de l'eau à la direction territoriale de Seine-Aval à Rouen. Donc, bienvenue pour ce troisième webinaire de présentation du 12e programme. Donc, on en a déjà eu deux la semaine dernière sur la thématique assainissement, des imperméabilisations, gestion des eaux pluviales et sur la thématique eau potable, protection de la ressource en eau, que vous pouvez retrouver sur le site de l'agence si jamais vous êtes intéressé et que vous n'avez pas pu y participer. Donc, celui-ci va traiter des questions de restauration et préservation des écosystèmes et de la biodiversité associée, de la prévention des risques naturels, en particulier les risques érosion, ruissellement, inondation, et de l'acquisition de connaissances et du rôle plus particulier des sages. Donc, on a choisi un format webinaire pour des questions de volume de participants et pour être plus en sécurité par rapport à des problématiques de bande passante chez nous. Mais vous avez la possibilité d'interagir avec nos équipes. Donc, on a des personnes dédiées pour répondre à vos questions dans le chat. Donc, je vous demanderai d'utiliser bien le chat et pas l'outil questions-réponses pour que tout soit au même endroit et que les personnes qui s'en occupent sachent où regarder. Donc, les questions, certaines questions sont sélectionnées pour être posées à l'oral à chaque intervenant en fin de partie. Et on pourra éventuellement traiter les questions les plus simples en direct avec les personnes qui sont associées. Et les autres, bien entendu, on ne traite pas des cas particuliers des uns et des autres. Et je vous invite à prendre en contact avec les chargés d'opération sur votre territoire si jamais vous avez une question précise sur un projet. Vous aurez de toute façon les contacts en fonction des secteurs à la fin de chaque temps de présentation. Et donc, sans plus attendre, je donne la parole à Pascale Fauché, donc la directrice territoriale de la direction territoriale Seine-Aval, pour quelques mots d'introduction. Merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite également la bienvenue à ce troisième webinaire de présentation du 12e programme. 12e programme qui a été adopté le 19 septembre dernier à l'issue d'un processus de 2 années d'élaboration et de maturation. Alors, un programme d'intervention, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui définit les domaines d'intervention de l'Agence de l'eau et qui définit également les conditions de l'intervention de l'Agence de l'eau. C'est un document qui est structuré en plusieurs parties. Tout d'abord, des orientations stratégiques qui vont fixer le cap d'intervention de l'Agence de l'eau, un budget avec un volet dépenses et un volet recettes pour les 6 années du programme. Un document qui définit aussi les conditions d'attribution générale des aides, donc des conditions qui s'appliquent à l'ensemble des projets qui vont porter sur le démarrage des projets, qui vont porter sur l'éligibilité, etc. Et puis les conditions particulières, des conditions opérationnelles d'attribution et des aides qui sont attachées à chaque type de projet. Alors, tout d'abord, donc, les orientations financières. Alors, ce 12e programme d'intervention, c'est un programme ambitieux qui annonce ses priorités dans son intitulé. Donc, il s'intitule Programme eau, climat et biodiversité. Mais je reviendrai sur les thématiques un petit peu plus tard. C'est aussi un programme ambitieux de par son budget, qui est en augmentation par rapport à celui du 11e programme. Alors, on a redéfini donc le montant des dépenses à la hausse, effectivement, parce que les besoins dans le domaine de l'eau sont toujours plus importants pour faire face aux enjeux dans le domaine de l'eau, qui sont des enjeux de lutte contre les pollutions, des enjeux de transition écologique, d'adaptation au changement climatique, etc. Et pour donc faire face à ces dépenses qui sont en augmentation, eh bien, le volet recettes a été revu à la hausse dans le cadre d'une réforme de redevance, qui est une réforme nationale qui trouve sa genèse dans les assises de l'eau de 2019 et son fondement législatif dans la loi de finances 2024.
Alors, deux mots sur cette réforme des redevances, donc qui vise plusieurs objectifs. Tout d'abord, un objectif de rééquilibrage des contributions entre les différentes catégories d'usagers, notamment entre les usagers domestiques et les usagers industriels. Une réforme qui vise aussi un renforcement de la visibilité des principes pollueurs-payeurs, préleveurs-payeurs, qui fondent la politique de l'eau en France et qui sont la raison d'être des agences de l'eau, avec une augmentation des redevances prélèvement, donc c'est le signal prix. Une réforme qui vise aussi à reconnaître les efforts des collectivités pour améliorer les performances de leur réseau d'assainissement et d'eau potable. Et avec la création de deux nouvelles redevances, qui sont des redevances de performance des systèmes d'assainissement et des réseaux d'eau potable. Et puis enfin, donc je l'évoquais tout à l'heure, donc cette réforme, elle vise aussi à contribuer au financement du plan national eau, puisque les 6 agences de l'eau ont été mises en contribution pour financer ce plan eau. Et en ce qui concerne donc l'agence de l'eau Seine-Normandie, donc c'est une contribution de sa part de 90 millions d'euros qui est attendue pour financer ce plan. Alors, la redevance va se mettre, la réforme va se mettre en application de manière progressive. Donc, c'est la raison pour laquelle les recettes issues de ces redevances en première année 2025 donc, seront à hauteur de 518 millions d'euros. Et puis après, donc, ces redevances iront en augmentation, 689 et 713 millions d'euros par an. Pour évoquer donc le volet dépenses, le budget du 12e programme s'élève à 3,7 milliards d'euros, ce qui représente un peu plus de 610 millions d'euros d'aide prévisionnelle par an qui iront au maître d'ouvrage, soit sous forme de subvention, soit sous forme d'avance, c'est-à-dire de prêt à zéro. Pour être transparente, donc il y a également une contribution versée à l'Office français de la biodiversité à hauteur de 952 millions d'euros. Donc, c'est la contribution de l'Agence de l'eau Seine-Normandie à l'OFP pendant les 6 années du programme. Et puis, il y a également une enveloppe donc, dédiée au fonctionnement de l'agence pour 295 millions d'euros. Pour revenir donc aux aides qui sont attribuées aux porteurs de projets, 3,7 millions d'euros. À cette enveloppe s'ajoutent des crédits d'État, des crédits qui sont versés par l'État aux agences de l'eau pour les redistribuer aux porteurs de projets, à hauteur de 231 millions d'euros. Donc, ces aides sont dédiées, sont des fonds fléchés, donc ils sont dédiés à la renaturation des villes et villages, au titre du fonds vert, également à la mise en œuvre de la stratégie nationale de biodiversité 2030, et puis également pour des projets d'éolien en mer. Alors, ce budget de 3,7 milliards d'euros donc, se répartit selon différents domaines d'intervention. Une enveloppe donc de 1,5 milliard, un peu plus de 1,5 milliard, soit 41% pour la lutte contre les pollutions diffuses, des pollutions domestiques, oui, merci. 12% iront à la gestion des infrastructures en eau potable, 11% à la restauration des milieux, 11% également à la lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole, 7% à la gestion des eaux pluviales, 6% à la connaissance et à la planification, 6% également à la lutte contre les pollutions, 3% à la protection de la ressource en eau et 3% pour la sobriété en eau. Alors aujourd'hui, donc, nous allons parler de la restauration et la préservation des milieux habitats et écosystèmes et la connaissance, planification internationale. Donc, ces deux enveloppes cumulées représentent à peu près 1/5 du budget global du 12e programme d'intervention. Maintenant, donc, pour évoquer les orientations stratégiques, la première des priorités du 12e programme d'intervention porte sur la sobriété, avec un objectif du bassin qui est de réduire de 10% les prélèvements en eau d'ici 2030, conformément aux attentes du plan national eau de 2023. Le programme permet ainsi de soutenir des actions, notamment des économies d'eau pour tous les acteurs de l'eau. Il permet aussi d'améliorer la connaissance sur les prélèvements et leurs impacts, ou encore la réutilisation des eaux usées traitées.
La deuxième priorité concerne la préservation de la ressource en eau pour sécuriser l'alimentation en eau potable. Et donc, le programme va permettre de soutenir les stratégies locales de protection des captages en mobilisant les collectivités autour des démarches préventives, essentiellement en s'appuyant sur différents leviers. Le troisième axe stratégique est l'accompagnement à la transition agricole pour l'eau. Le soutien aux agriculteurs donc, se manifeste par des aides qui visent à promouvoir des pratiques agricoles, en particulier en optimisant l'utilisation de l'eau et en préservant les écosystèmes. L'accent est mis sur la réduction des pollutions agricoles, notamment via le soutien au développement des filières à bas niveau d'intrants, dont l'agriculture biologique, et en valorisant les pratiques agroécologiques. La quatrième priorité dont nous allons parler ensuite donc, concerne la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Le programme donc, permet ainsi de soutenir la restauration des milieux aquatiques et marins, de développer des espaces végétalisés en ville pour mieux gérer les eaux pluviales, de réduire les pollutions toxiques. Le programme permet également donc, de soutenir la reconquête des écosystèmes littoraux. Il y a un cinquième objectif qui est un peu un objectif de fond qui concerne l'atteinte des objectifs fixés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui cadre l'intervention générale de l'Agence de l'eau et de ses partenaires. Et puis, nous avons un objectif transversal autour de la mobilisation des acteurs et de la solidarité entre les territoires. Alors, en ce qui concerne la mobilisation des maîtres d'ouvrage, donc c'est une action constante de l'Agence de l'eau. Il s'agit donc principalement de mobiliser les maîtres d'ouvrage au travers de l'aide à l'animation, des aides à l'animation, mais aussi de l'outil de contractualisation qui est renouvelé au 12e programme. On avait mis en place au 12e programme avec les contrats territoriaux eau et climat qui vont être renouvelés ou poursuivis au 12e programme. Donc, l'Agence de l'eau vise au travers de cette contractualisation à orienter, prioriser, faire levier, toujours pour privilégier les projets qui sont identifiés comme prioritaires, c'est-à-dire les projets qui présentent le meilleur gain environnemental. Et pour donc mener cette action d'orientation, de priorisation, donc sont mises en place des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire un ensemble de prérequis pour accéder aux aides de l'Agence de l'eau et des conditionnalités avec donc une orientation préférentielle sur les actions préventives par rapport aux actions curatives. Et donc ces conditionnalités sont encore renforcées au 12e programme. Un certain nombre d'entre elles existaient au 11e programme, mais elles sont renforcées au 12e programme. Dans ce 12e programme, donc, nous avons fait un effort aussi de simplification en dédiant un chapitre à la sobriété, également en dédiant un chapitre à la restauration de la nature. Et puis, il y a aussi un effort donc, de lisibilité, puisque donc ont été mis en place des taux de base et des taux bonifiés. Alors, on avait déjà ces taux de base et ces taux bonifiés dans le 11e programme, mais donc on a simplifié en ayant un écart important entre les taux de base et les taux bonifiés, puisque cela varie du simple au double. Et puis enfin, il y a une recherche d'efficience budgétaire, puisque vous le savez, donc les aides de l'Agence de l'eau ne sont pas systématiques, elles ne sont pas attribuées de manière automatique, elles font toujours l'objet d'une analyse préalable. Et donc, dans cette recherche d'efficience budgétaire, donc, on cherche à appuyer principalement les projets qui vont présenter le meilleur rapport coût-efficacité environnementale. Alors, s'il fallait, à l'issue de cette présentation générale, résumer le programme en quelques mots, donc je dirais que au 12e programme, on maintient le cap du 11e programme pour répondre aux enjeux qui sont toujours présents, des enjeux de lutte contre les pollutions diffuses, d'adaptation au changement climatique, de restauration de la continuité écologique, de transition écologique, mais tout en se préparant à la raréfaction de la ressource en eau, et notamment en relevant le défi de la sobriété, avec l'objectif donc de réduction des prélèvements de 10% d'ici à 2030,
et dans le cadre de la trajectoire de sobriété du bassin qui a été adoptée le 5 octobre 2023. Et puis toujours dans le cadre préférentiel des solutions fondées sur la nature, préserver la biodiversité. Voilà, donc ces trois mots, eau, climat et biodiversité, résument notre 12e programme d'intervention. Je vous remercie. Merci. Alors, sans plus attendre, je vais vous juste pour rappel, donc les différents chapitres du programme sont les suivants. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur donc les conditions générales. Alors là, c'est un petit coupé, le chapitre E devrait sauter sur le chapitre F, donc restaurer la nature, mieux préserver, valoriser l'écosystème de la biodiversité associée et prévenir les risques naturels. Donc c'est ce qui va concentrer le principe, enfin, le cœur de la matinée. Le chapitre G, acquérir les connaissances sur les milieux aquatiques et maintenir et les milieux marins et leur biodiversité. Et le chapitre H, mobiliser les acteurs et les territoires. Donc, sur les conditions générales. Alors, une simplification tout d'abord. Au 11e programme, il y avait une impossibilité pour les maîtres d'ouvrage de démarrer les travaux avant d'avoir obtenu un accusé de réception de dossier complet. Au 12e programme, on n'a plus cette notion, donc c'est le dépôt de la demande d'aide qui fait foi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le dépôt de l'aide est effectué sur la plateforme démarche simplifiée, le maître d'ouvrage a la possibilité de commencer les travaux sans que ça remette en question la possibilité d'obtenir une aide de l'agence de l'eau, ce n'était pas le cas précédemment. Donc, je vais quand même insister un petit peu sur la notion de démarrage de l'opération. Donc, il y a plusieurs possibilités qui caractérisent le démarrage de l'opération. Si, par exemple, vous avez recours à un prestataire pour l'exécution d'une opération, la date prise en compte pour apprécier le démarrage, c'est la date de signature du devis. Ça veut dire que dans le dépôt de l'aide, le devis ne doit pas être signé. Si jamais on est dans le cas d'un marché, la date indiquée dans le premier ordre de service établi fait foi. Et si on est dans un marché sans ordre de service, alors il y a plus de possibilités. Soit c'est la date de notification du marché, d'affermissement de la tranche conditionnelle ou la date de signature du bon de commande. Donc, tous ces cas sont rappelés dans les formulaires de demande d'aide que vous pouvez trouver sur le site de l'agence de l'eau. Et en cas de doute, n'hésitez pas à contacter vos chargés d'opération pour éviter que votre aide soit inéligible. Vous pouvez, comme je l'ai expliqué, retrouver tout ça sur le site et je vous invite à chaque dépôt de demande à reprendre le dernier formulaire qui est sur le site de l'agence. Ces formulaires sont mis à jour régulièrement et vos chargés d'opération n'ont pas forcément l'information de la mise à jour du formulaire. Donc, repartez toujours du formulaire du site, comme ça vous serez certain d'avoir le dernier à jour. Vous pouvez également trouver au même endroit que celui où sont rangés les formulaires tout un tas d'informations sur la façon de déposer une aide et, par exemple, des documents supplémentaires qui sont parfois à mettre en annexe des aides. Un petit rappel sur les seuils planchers. Donc, le seuil plancher général d'éligibilité d'un projet, c'est 10 000 euros TTC, mais il y a des exceptions qui ont été élargies au 12e programme avec un seuil à 3 500 euros TTC. Donc, comme au 11e programme pour les acteurs économiques et pour les actions collectives des acteurs économiques, études, travaux, animation, pour les classes d'eau, mais également au 12e programme pour les partenariats éducatifs, les opérations de maîtrise foncière et les projets d'agroforesterie. Pour les avances, même système, on a un seuil d'attribution d'avance à 100 000 euros avec des exceptions qui ont été élargies à ce principe pour les travaux d'urgence et les opérations de maîtrise foncière. Une notion qui existait déjà au 11e programme mais qui n'était pas définie, donc la notion de dépenses en régie. Donc lorsque le projet est réalisé par l'attributaire avec ses propres ressources internes, le montant des dépenses peut comprendre les charges du personnel directement impliquées dans la réalisation du projet, ainsi que les frais de fonctionnement affectés selon les modes de calcul précisés dans le chapitre 1. Donc, notamment pour les milieux aquatiques, on a recours très régulièrement à ce système de dépenses en régie et en finance, du coup, du personnel et des frais de fonctionnement.
Et on rappelle également, comme 11e programme, que l'agence ne peut pas financer les mesures compensatoires, donc au sens du Code de l'environnement, qui visent à compenser les attentes environnementales qui n'ont pas pu être évitées ou réduites dans le cadre d'un projet. Si jamais, c'est quand même assez rare, il y a une opération qui va au-delà de la mesure compensatoire, ça pourrait alors être éligible, mais c'est quelque chose à bien aborder avec votre chargé d'opération, c'est quand même une exception. Et enfin, un rappel sur les taux. Donc les taux qui vous seront présentés dans la suite sont bien des taux maximum, c'est-à-dire que on ne peut pas aller au-delà, mais par contre on peut aller en dessous. Et il y a une possibilité les taux peuvent être encadrés par d'autres règles législatives, par exemple la limite de 80% d'aide publique pour les aides à l'investissement, ou alors l'encadrement européen pour les acteurs économiques notamment. Un petit focus rapide sur les contrats de territoire au 12e programme, donc renouvelés par rapport au 11e programme. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Et on a 4 thèmes au 12e programme, donc un de plus avec l'introduction de la sobriété des économies d'eau pour l'ensemble des usagers. On retrouve le thème de la gestion et la source d'eau pluviale, la performance du système d'assainissement, notamment en face des usages sensibles de baignade, conchyliculture et pêche à pied, la préservation de la ressource en eau potable et la reconquête des milieux avec le focus, comme évoqué par Pascal Fauché, sur la biodiversité. Donc le périmètre est soit superficiel, soit souterrain. Donc là, vous verrez que c'est basé sur le périmètre des bassins versants pour la direction territoriale sénatale. Et on essaye dans ces contrats d'avoir des objectifs de résultat. On rappelle aussi, ça va mieux en le disant, que les contrats ne valent pas demande d'autorisation financière. Donc, au niveau de la direction territoriale sénavale, les principes qui sont rappelés ici, on essaye d'avoir une gouvernance adaptée aux enjeux au maximum, et on peut aider à l'obtention de celle-ci si jamais elle n'est pas mise en place. On s'appuie sur des animations thématiques pour la mise en place des actions, un programme d'action hiérarchisé de travaux pour l'atteinte des objectifs, et derrière, on cible les actions les plus prioritaires, les plus efficaces pour les subventions. Et donc, du côté de la direction sénatale, on travaille à une échelle hydrographique et très souvent multi-acteurs, multi-enjeux, quand ça semble pertinent. Alors, les modalités opérationnelles, donc, les 3 chapitres que je vous ai cités précédemment. Donc, le chapitre F d'abord. Alors, un petit chapeau général sur le chapitre F. Donc, on a une consolidation des moyens d'intervention pour la protection et la restauration des milieux aquatiques et marins. Et ça a été élargi à la biodiversité dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité de l'État. Donc, dans ce chapitre, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une homogénéisation des taux d'intervention avec le taux de 80% qui est très largement utilisé. On a un maintien de taux majorés pour les opérations de restauration écologique ambitieuse. Un soutien aux actions de protection des espèces et de la biodiversité, dont les trames écologiques. Donc ça, c'est quelque chose qui a été renforcé au 12e programme avec le paragraphe dédié. Et on a toujours l'intégration des projets relatifs à la lutte contre l'érosion et le ruissellement et la prévention des inondations avec une approche de solutions fondées sur la nature principalement. Comme l'a évoqué la directrice, on a également des fonds fléchés qui viennent compléter ce volet avec le fonds vert, donc POP 113 de biodiversité, là, ce qu'on appelle ce qui s'intègre dans la stratégie nationale de biodiversité, ou le fonds biodiversité éolien. Et je ne serai pas plus long, je passe la parole à Philippe Danois, donc chargé d'opération milieu aquatique à la direction territoriale sénatale, pour la présentation de ces 3 lignes. Alors, pas les 3 lignes, mais principalement la première parce que j'ai mes collègues ici qui vont en parler. Mais moi, je vais parler effectivement de tout ce qui concerne la restauration des milieux aquatiques de manière générale. Et dans le cadre du 12e programme, on a beaucoup parlé de biodiversité. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et mon collègue va même vous faire un focus spécifique sur nos aides pour la restauration de la biodiversité. Et dans la restauration des milieux aquatiques, évidemment, moi, je voulais vous faire un focus sur la partie des zones humides qui sont forcément des réservoirs de biodiversité très importants. Et vous rappelez brièvement quand même les grandes fonctions, les gros intérêts des zones humides qui ont été souvent
très dégradées et ont beaucoup disparu ces dernières années, ces dernières décennies, avec leur rôle à la fois de biodiversité, bien sûr, mais aussi toutes leurs autres fonctionnalités qui sont très intéressantes en termes d'amélioration de la qualité de l'eau avec des fonctions un petit peu épuratrices grâce à la décantation, rétention de ces eaux sous forme de zones humides. Évidemment aussi, on l'a pas toujours en tête, mais elles ont aussi un rôle important d'un point de vue climatique dans le stockage du carbone et particulièrement dans tout ce qui est tourbières, qui sont des véritables puits de stockage de carbone qui pourraient relarguer du CO2 si elles se dégradaient. Donc il y a un fort enjeu à la fois en termes de biodiversité de ces tourbières, mais aussi dans le rôle de piégeage du carbone par rapport au rôle de lutte contre le réchauffement climatique. Et enfin, on va le redétailler un petit peu même après, un rôle assez important d'un point de vue simplement hydrologique dans le pouvoir d'éponge de ces zones de stockage, restitution de l'eau, qui devient quelque chose de très important aujourd'hui, avec le changement climatique et les modifications des régimes hydrauliques. Ces zones humides aussi permettent de la régulation naturelle des inondations à travers des zones d'expansion de crues. Donc, le programme de l'Agence de l'eau, le 12e programme, a vocation à orienter de plus en plus les aides sur ce type d'aide, on l'a dit, fondée sur la nature pour la biodiversité, mais aussi pour plein d'autres choses très intéressantes qui vont être du stockage, relargage avec les zones d'expansion de crues en amont des zones urbaines. Donc, c'est une fonction qui est très importante et très utile au-delà de la biodiversité. On va avoir aussi un rôle de diminution de l'érosion du cours d'eau, puisqu'on va limiter et écrêter les crues, donc on va diminuer l'impact érosif et la puissance érosive de l'eau. Donc, on apporte aussi une protection au cours d'eau, et donc ça va limiter par derrière les problématiques d'entretien de ce cours d'eau. De plus en plus, on a parlé de sobriété de l'eau. Effectivement, la notion de quantité d'eau va devenir de plus en plus une interrogation sur nos territoires. Et évidemment, lorsqu'on peut faire des zones d'expansion de crues et stocker l'eau de manière temporaire, eh bien, on va avoir un rôle de recharge éventuellement de la nappe en stockant cette eau à un endroit. Et puis, lorsqu'on sera dans des phases de sécheresse, on va avoir aussi un soutien des tiers de ces zones grâce aux nappes de la craie qui sont un petit peu particulières chez nous et qui ont un rôle très important dans les régimes hydrauliques des cours d'eau. Et enfin, encore une autre fonction très intéressante de ces zones humides, ce sont les intérêts sociaux, culturels qu'on peut avoir avec une amélioration du paysage et puis des promenades qu'on peut avoir un rôle aussi très important d'un point de vue social. Maintenant, si on rentre vraiment dans le cœur du sujet pour vous rappeler un petit peu quels sont nos taux d'intervention de on l'a dit, on a beaucoup de choses qui se recentrent sur un taux d'aide à maximum de 80% pour vraiment apporter un soutien très important à ces enjeux qui sont primordiaux. Donc ça commence tout d'abord par les études et les suivis de milieux aquatiques humides ou même littoraux. On va aider à hauteur de 80%. Ces études vont souvent nous permettre d'embrayer sur des opérations de travaux de restauration ou de renaturation des écosystèmes aquatiques ou également littoraux. Ça va passer aussi par des notions de continuité écologique dont je parlais tout à l'heure, mais les travaux, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps et ça se fait à travers des programmes qui sont hiérarchisés, qui étaient avant des PPRE. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on passe de plus en plus sur la notion de milieu aquatique et humide avec des PPMH qui sont souvent, pour beaucoup de structures, soit déjà réalisés, en cours de réalisation ou en cours d'engagement pour beaucoup de structures, mais les quelques collectivités qui ne seraient pas encore totalement engagées dans ces schémas de programmation, je les engage à s'y engager parce que ça va devenir un élément important de conduction de possibilités d'aide. Un petit rappel sur le fait qu'on continue encore l'entretien des milieux humides et littoraux, mais il n'y a plus ces aides sur la partie rivière qui existait encore dans le 11e programme, mais on a toujours un maintien de l'entretien et gestion des milieux humides et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, mais il faut avoir en tête que ce sont seulement les nouveaux foyers, les nouvelles espèces. Ne nous sollicitez pas pour des grandes campagnes sur la renouée du Japon, etc. Ça, c'est deux problématiques. On va se baser plutôt sur
sur la balsamine, la milule, etc. Des choses qui sont plus, où on peut encore essayer vraiment de contenir l'expansion de ces espèces envahissantes. Évidemment, et ça a été plus ou moins déjà envisagé, on continue, et c'est vraiment aussi un cœur d'intervention chez nous, l'animation des structures. On soutient financièrement jusqu'à 80% via des plafonds, etc. Mais on soutient encore les animateurs. Ça passe par la signature, en grande partie, notamment sur la partie milieu, de contrats, mais vous l'avez souvent déjà fait dans le programme précédent, donc ça a été dit. On va continuer à accompagner l'animation qui va nous permettre de faire émerger des projets. Il faut distinguer l'animation des travaux et des études qui peuvent être faites en régie. L'animation, ce sont des opérations qui ont objectif de faire émerger de nouveaux projets de la part des structures. Voilà. Donc avec encore un taux d'aide toujours au maximum de 80%. On aide aussi évidemment toujours les actions de communication qui sont intégrées à des travaux. Lorsqu'on va faire une opération de renaturation qui peut être particulièrement intéressante ou qui peut a la possibilité d'être accessible au public, eh bien on va apporter une aide dans le cadre de la réalisation du projet, au taux du projet, donc jusqu'à hauteur de 80%. Un petit focus très rapide par rapport aux études et les inventaires de zones humides. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, c'est des choses sur lesquelles on voulait insister. Donc, évidemment, des études d'inventaire ou de prélocalisation de zones humides, c'est forcément une des priorités à avoir. On a des nouvelles conditions par rapport à l'identification de ces zones-là, de nous transmettre les couches de données une fois que vous avez des études par rapport à notre SIG. Et on a possibilité aussi de vous mettre à disposition des guides et des cahiers des charges pré-rédigés pour vous aider à s'engager dans ces démarches-là, si vous avez besoin d'aide pour aussi un soutien pour réaliser ces études. En termes de travaux éligibles, si on part sur ce qu'on fait le plus souvent, alors j'ai en tête des notions de restauration de berges, mais ça peut être aussi tout ce qui est clôture à pouvoir. On va aussi accompagner tout ce qui est restauration de berges avec l'amélioration de la dynamique naturelle du cours d'eau pour travailler sur l'hydromorphologie, donc sur les notions d'habitat pour les espèces présentes dans les cours d'eau pour évidemment l'atteinte du bon état. Ce n'est pas seulement que les conditions physico-chimiques de l'eau qui permettent d'atteindre le bon état, mais également évidemment la vie qui va être à l'intérieur de nos rivières. Une de ces possibilités d'atteindre du bon état, évidemment, c'est la continuité écologique, à la fois piscicole, mais également sédimentaire. J'insiste sur cette notion de sédimentaire parce que c'est ce qui permet à la fois la meilleure continuité également piscicole, mais c'est ce qui va permettre aussi d'améliorer ce que je viens de dire tout avant, les conditions hydromorphologiques pour avoir des habitats les plus sains et les plus intéressants pour les différentes espèces aquatiques. Alors, je voudrais faire un petit rappel aussi sur les notions d'accompagnement, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des choses qui peuvent être bloquantes dans un projet, mais il faut savoir que l'agence de l'eau est quand même assez interventionniste et accompagne particulièrement bien les projets dans les contraintes. Donc, ça veut dire que tout ce qui est effets dommageables qui peuvent être liés à un projet de continuité écologique, comme des problèmes d'érosion régressive, eh bien, on va accompagner évidemment tous les effets dommageables qui pourraient se produire. Évidemment, on va essayer de les anticiper et les prendre en compte dans les études, mais ça veut dire que ça va être pris en compte. On ne s'arrête pas juste à la réalisation des travaux de continuité. On va prendre en compte tout ce qui sont les problématiques environnementales du projet. Donc, ça veut dire également tout ce qui est maintien d'usage. Si on doit mettre en place une passerelle parce qu'on a détourné un cours d'eau et qu'on coupe une passerelle en deux, évidemment, on va apporter notre soutien là-dessus. Une des choses importantes sur lesquelles on insiste aussi de plus en plus, c'est d'avoir une très bonne évaluation de l'opération sur le lieu pour connaître les effets réalisés de l'action. Et comme je l'ai dit, toutes les actions correctives, si jamais on constate, malgré tous les efforts qu'on a pu faire préalablement, des problèmes d'érosion qui auraient des enjeux importants, eh bien, éventuellement, on peut intervenir via une complémentaire, mais ce sont des choses qu'on essaie d'éviter au maximum. Voilà. Tout ce qui est aussi frais d'acquisition foncière pour pouvoir réaliser un projet vont être également pris en compte, et évidemment toutes les frais de procédure qui peuvent être payés. Et enfin, lorsque le projet est réalisé et qu'il y a une possibilité, je vous
transport public, on peut faire un accompagnement sur de l'éducation par rapport aux écoles locales, etc. On peut apporter une petite aide par rapport à ces choses-là. Un petit focus aussi sur la partie ensemencement. On privilégie de plus en plus l'ensemencement naturel après les travaux, une fois que toutes les terres ont été entre guillemets remuées pour faire le projet. On essaie d'être pas trop interventionniste pour permettre naturellement la banque de graines des sols de s'exprimer naturellement, parce que c'est ce qui va prendre le dessus de toute façon, à un moment ou à un autre. Mais si on a besoin, et ça peut être le cas parfois, d'apporter une végétalisation rapide pour différents contrats, évidemment, on va pouvoir le faire. Et on va évidemment toujours prendre des essences locales ou du territoire pour être le plus dans les conditions du site dans lequel on est. Un petit focus aussi sur les engagements. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on fait des projets, notamment de continuité écologique, on peut avoir besoin de foncier pour réaliser ces projets. Donc, on finance l'acquisition de ces parcelles. Si jamais le projet ne pouvait pas se faire, eh bien, il y aurait une demande de remboursement de l'aide de l'agence au bout de 10 ans. Mais bon, notre vocation, évidemment, c'est de réussir à faire les projets. Et puis, une demande d'information pendant une vingtaine d'années sur les références cadastrales et les notions d'usage du sol ou de vente de ces parcelles. Un petit focus sur ce petit point-là. Alors, comme dans l'ancien programme, on avait des possibilités de majoration qui existaient dans le cadre des contrats. Aujourd'hui, la notion de majoration, elle est déconnectée du contrat. Elle est principalement focalisée sur les projets ambitieux, les projets les plus intéressants. Donc, lorsqu'on parle de projets ambitieux, évidemment, c'est forcément plutôt des choses telles que la renaturation complète d'un cours d'eau, c'est-à-dire vraiment remettre dans le point bas de la vallée, de reconnecter le lit mineur et le lit majeur à ses annexes hydrauliques, vraiment dans des notions de projets ambitieux d'un point de vue écologique. Mais ça se traduit aussi par des prises en compte de reconnexion des espaces arrière littoraux à la mer et évidemment des projets qu'on a également en cours de réestuarisation de l'embouchure qui sont les projets les plus ambitieux puisque c'est la plus grande renaturation qu'on peut avoir. Donc, dans ces cas-là, vous pourrez bénéficier d'un taux majoré de jusqu'à 90%, sous réserve évidemment d'être dans les possibilités d'aide de 80% des publics. On ne pourra pas aller au-delà des 80% des publics si c'est un mètre d'ouvrage public. Et sinon, pour tous les autres acteurs, on peut aller jusqu'à 90%. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Lorsqu'on réalise un projet, on peut faire des mesures d'accompagnement, mais on peut aussi ouvrir des sites tels que les zones humides au public, alors qu'elles sont restaurées ou remarquables, pas forcément toute la zone. Mais on a également toujours un taux d'aide de maximum de 80% pour ces ouvertures au public, pour encore une fois reconnecter le lien social avec les enjeux de restauration écologique. Et éventuellement, souvent, ce qui se fait aussi, c'est souvent les écoles qui profitent de ces ouvertures au public de ces sites. Et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on maintient toujours pour la partie zone humide, la gestion et l'entretien avec un taux spécifique de 40% avec des plafonds en hectares, mais bon, ça c'est des choses qu'on peut voir dans le détail si jamais c'était nécessaire. Un petit focus sur voilà. Sur les dispositifs de franchissement piscicole, lorsqu'on n'a malheureusement pas la possibilité, notamment quand on a des problèmes fonciers, de faire une solution de continuité écologique très ambitieuse parce qu'il y a des contraintes très importantes qu'il faut nous démontrer à travers des études, eh bien, on aura la possibilité d'aider des systèmes de montaison et d'évalaison des espèces migratrices ou d'aménagement pour restaurer un site sédimentaire. Évidemment, c'est pas les solutions qu'on souhaite privilégier parce que ce sont pas celles qui ont la meilleure efficience au niveau de la continuité. Mais bon, quand on n'a vraiment pas le choix, on peut accepter encore une fois, sous réserve pour nous démontrer qu'il était difficile, voire impossible de faire mieux.
Donc, on a un taux d'aide qui peut aller, alors, encore une fois, c'est un taux maximum de 50%, parce qu'on peut aussi avoir des notions d'acteurs économiques et avoir un encadrement communautaire qui peut s'appliquer. Donc, on a des taux maximum de 50%. On peut avoir une majoration de ce taux jusqu'à éventuellement 60% sur certains territoires, notamment les territoires côtiers, lorsqu'il y a un enjeu de migrateurs amphibiens. Donc, ça concerne quand même pas mal, une bonne partie de la Seine maritime avec les fleuves côtiers. Et puis, on peut aider jusqu'à 80% aussi les ouvrages qui servent à la navigation commerciale, mais ça, c'est quand même assez très spécifique, c'est plutôt sur la Seine, je vois pas trop d'autres secteurs où on pourra avoir ce genre de choses très particulières. Un petit rappel, en ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques qui sont en usage, le propriétaire doit fournir un contrat de rachat d'électricité en cours ou équivalent pour nous permettre de justifier de son activité réelle. Et l'attributaire, évidemment, s'engage à mettre à disposition l'agence de l'eau pendant 10 ans le bilan de l'entretien, le contrôle du bon fonctionnement de l'ouvrage. Alors, il peut le faire au-delà des 10 ans, mais nous, on va demander des justificatifs jusqu'à pendant 10 ans. Un rappel sur les actions qui sont clairement pas éligibles, c'est la mise en conformité d'un ouvrage à usage économique s'il a fait l'objet d'une mise en demeure. Donc évidemment, l'objectif, c'est d'intervenir avant cette mise en demeure. Normalement, on travaille de concert avec les services de l'État pour éviter d'en arriver là, et en général, il y a quand même vraiment de bonnes compositions. Malheureusement, si ça devait arriver, l'agence de l'eau ne pourrait plus aider. Et évidemment, lorsqu'il s'agit d'un nouvel obstacle à la continuité, d'un nouveau projet, l'agence de l'eau n'aide pas les nouveaux projets d'obstacles à la continuité économique, si c'est quelque chose qui est totalement... Et enfin, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous avez un nouveau projet, n'hésitez pas à contacter vos référents dès l'initiation du projet pour qu'on puisse vous accompagner du mieux, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue financier, pour pouvoir optimiser nos possibilités d'aide et être là, d'être présent dès le début avec vous pour vous orienter et vous dire là où vous avez des contraintes et essayer d'optimiser au mieux votre projet pour avoir le meilleur accompagnement possible. Merci Philippe. Donc, est-ce qu'on a des questions, Delphine? Alors, il y a une première question, peut-être faire un rappel sur la notion de plan pluriannuel de préservation et restauration des rivières humides. Rappeler pourquoi c'est important pour l'agence et qu'est-ce qu'on peut accompagner, peut-être. Alors là, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais qu'est-ce qu'on peut financer en termes d'études et qu'est-ce que ça entraîne ensuite en termes de financement pour l'agence par rapport au programme d'action qui est... Alors, on peut aider les études. Elle n'engage pas, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais elle n'engage pas le maître d'ouvrage à réaliser des travaux. L'idée de l'étude, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, évidemment, il est difficile de demander à un maître d'ouvrage de s'engager, alors même qu'il ne connaît pas encore les travaux qui sont à faire. Un petit rappel aussi sur ce que j'ai évoqué sur les PPMAH. Évidemment, les enjeux d'érosion ruissellement, ils sont tout intérêt de les prendre en compte, et notamment les travaux préventifs d'hydrolibus, par exemple, vont pouvoir être pris en compte et très intéressants. Il y a d'autres questions? Alors, on avait reçu avant, pardon, oui, une question. Est-ce qu'on peut confirmer que la gouvernance de la gestion quantitative a été évoquée ce matin? Alors, je suis pas sûre qu'on va rentrer dans le détail des plans territoriaux. On va faire un focus sur les sages uniquement, qui peuvent être porteurs d'études volumes prélevables. Mais on va pas faire un focus sur les PTGE, donc le programme territorial pour la gestion de l'eau, puisque finalement on n'a pas de secteur actuellement éligible à ce type de dispositif sur la direction territoriale. J'espère que ça répond à la question de la personne qui s'était peut-être connectée spécifiquement pour ce sujet-là. Cela dit, s'il y a des questions particulières, on les prend, on n'y répondra pas nécessairement ce matin, mais on les prend quand même et on s'engage à y répondre ultérieurement. On avait reçu un certain nombre de questions avant
la réunion d'aujourd'hui. Je pense qu'on y a répondu au cours de la présentation. C'était notamment des questions sur les évolutions de partenariats financiers sur la thématique restauration des milieux aquatiques et humides, ou les modalités de subvention pour un certain nombre de travaux. Donc, j'invite les personnes connectées à préciser des points de détail sur lesquels Philippe serait pas pas suffisamment ancré justement dans les détails au cours de sa présentation. Mais on a essayé de construire le diaporama en réponse aux questions qu'on avait posées. De toute façon, si vous avez des questions ultérieures, vous avez là nos coordonnées pour pouvoir nous contacter. N'hésitez pas à contacter l'agence de l'eau ou référent. On est toujours là. C'est ce que c'était ma dernière politique pour vous aider et pour vous assister le plus possible. Alors, on a effectivement une nouvelle question qui nous est posée sur la thématique rivière, zone humide, biodiversité. Est-ce que les propriétaires privés peuvent entrer directement en contact avec l'agence s'ils ont des questions ou des projets, ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être passer par les structures GEMAPIennes? Il vaut mieux qu'ils passent par les structures GEMAPIennes parce qu'elles sont locales, donc elles connaissent bien les problématiques locales. On peut répondre sur le principe, mais le problème, c'est qu'on va pas être une grande aide parce qu'on n'a pas la capacité de connaître le territoire aussi bien que les structures locales. Donc, l'idéal, c'est quand même de passer par les structures locales qui sont quand même les premiers relais, les premiers supports. C'est pas interdit de nous contacter, mais je dirais que c'est pas forcément la meilleure chose. Le mieux, c'est essayer après, si la structure locale a des questions spécifiques où elle ne sait pas répondre, évidemment, elle peut renvoyer vers nous. La première chose, je dirais, c'est de se retourner vers la structure compétente locale. Question sur le fait de pouvoir aider des projets type restauration de zones d'expansion de crues et prise en compte des aspects biodiversité de ces restaurations de zones humides, même en l'absence de PPMHA. Oui, alors on va pas s'interdire de faire des choses bien, même si on n'a pas encore le document. J'ai envie de dire, normalement, ce genre de zones sont issues d'une réflexion stratégique. Mais évidemment, s'il y a une opportunité et qu'on nous démontre évidemment l'intérêt de cette zone d'expansion de crue, de cette zone humide, on va pas vous dire non, on ne fait rien. Évidemment, par contre, on va vous engager à travailler sur des documents de planification. Mais voilà, il n'y a pas de volonté de ne pas faire bien. C'est bon pour les questions. On peut passer à la... Merci Philippe. Donc, on va passer à la partie plus spécifique sur la biodiversité, donc avec Gwendal Bodilis, donc chargée d'opération milieu aquatique et zone humide également à la direction territoriale nationale et référente biodiversité. Et bonjour à tous. Comme le nom du programme l'indique, on est bien sur un programme eau, climat et biodiversité. La biodiversité est effectivement une compétence dévolue aux agences de l'eau. Et cette biodiversité, finalement, elle prend en compte 3 niveaux. Au sein d'une même espèce animale ou végétale, il y a une composante génétique qui est importante. Au sein, effectivement, des différentes espèces, on a des représentations du groupe d'espèces animales et végétales qui forment ensuite, effectivement, des cohortes qui, ensuite, créent des écosystèmes, et des écosystèmes qui sont des lieux très, très, très importants. Pourquoi on est face à une érosion de la biodiversité? En fait, les scientifiques considèrent qu'on est rentré dans une étape qu'on appelle l'anthropocène, où les activités humaines influent énormément sur la biodiversité, et on fait face à une extinction de masse des espèces animales et végétales, qui est considérée à nouveau les scientifiques comme la 6e extinction massive de ces espèces dans les différents temps géologiques. Les scientifiques s'accordent pour dire qu'il y a à peu près 1 million d'espèces animales et végétales qui aujourd'hui seraient menacées d'extinction. L'extinction étant la disparition définitive de l'espèce. Pourquoi ces espèces-là subissent effectivement des menaces d'extinction et pourquoi la biodiversité est menacée d'érosion? Il y a 5 principales clés de pression sur la biodiversité. La destruction pure et simple des milieux qui abritent ces espèces ou la fragmentation de ces milieux, le fait que l'activité humaine sépare effectivement les différents milieux naturels, la surexploitation des ressources dans ces différents milieux, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes qui effectivement sont transportées par l'homme et par ses activités de manière effectivement mondiale et qui viennent effectivement affaiblir
des milieux naturels qui sont déjà effectivement qui sont déjà en mauvais état du fait des autres pressions, la pollution du sol, de l'air et de l'eau, et je dirais le facteur aggravant qui monte en puissance, bien évidemment, vous savez tous, c'est le changement climatique. Je vous ferai remarquer qu'effectivement, sur ces différents types de pression, l'agence de l'eau intervient sur, on va le voir en détail, la lutte contre la destruction et la fragmentation du milieu, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et la lutte contre notamment la pollution de l'eau et l'atténuation des effets du changement climatique. Donc, on a un rôle majeur à jouer pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Une des solutions, effectivement, pour stopper la destruction et la fragmentation des milieux, c'est de réfléchir, comme vous le voyez sur le schéma en haut à droite, à la restauration de trames écologiques, la fameuse TVB, trame verte et bleue. Donc en fait, un milieu sur notre bassin Seine-Normandie est formé effectivement de secteurs urbains, périurbains, de routes, de centres commerciaux, et au milieu de ce paysage effectivement rural, on a des zones humides qui se maintiennent, on a des secteurs boisés, on a des cours d'eau, et ces milieux-là, qui sont des zones humides, des secteurs boisés, qui sont des réservoirs biologiques dans lesquels les espèces effectivement peuvent se maintenir, ces milieux doivent être connectés les uns aux autres au travers effectivement de réservoirs de biodiversité, parce qu'en fait les espèces animales et végétales circulent, elles ont besoin d'espace pour pouvoir accomplir leur cycle biologique, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se cacher, pour pouvoir se reproduire. Et si les espèces sont confinées dans des espaces qui ne sont pas connectés les uns aux autres, elles s'appauvrissent et elles risquent de disparaître. D'où l'importance de rétablir des continuités écologiques. Donc, en termes de trame bleue, de restaurer effectivement des circulations des cours d'eau, de faire en sorte que les mares puissent être connectées, ce qu'on appelle en pas japonais, que les espèces puissent circuler d'une mare à l'autre dans un réseau qui soit efficient, mais qu'on ait aussi effectivement des zones boisées qui soient connectées entre elles par des haies ou par des formations végétales ou dans des cours d'eau qu'on appelle des épices. Donc, ce maillage écologique permet d'assurer les fonctions vitales des espèces en leur offrant des espaces continus où elles peuvent se déplacer librement et sans entrave et sans risque de mortalité. Travailler sur les trames vertes et bleues, c'est donc identifier les continuités écologiques et proposer de les restaurer à différentes échelles. Donc, parmi les enjeux de la biodiversité, on comprend bien qu'il faut qu'on restaure des corridors écologiques efficients, mais il faut aussi qu'on puisse restaurer ou créer des habitats, des espaces naturels protégés de plus en plus importants dans lesquels les espèces pourront s'abriter et s'épanouir. Il faut qu'on puisse connecter ces espaces fonctionnels et favoriser le déplacement des espèces. Bien évidemment, les espèces cherchent à se déplacer. Vous savez plus que certaines espèces, effectivement, subissent une mortalité routière ou sont bloquées par des ouvrages hydrauliques le long des cours d'eau. Et les espèces doivent pouvoir circuler sans entrave et sans risque de mortalité de la manière la plus efficiente possible. L'Agence de l'eau promeut un système qui est quelque chose que l'on appelle les SFN, solutions fondées sur la nature. L'objectif des solutions fondées sur la nature, c'est de travailler sur des projets qui permettent de restaurer les milieux aquatiques et humides, de pouvoir les reconnecter, de pouvoir faire en sorte que ces milieux soient gérés comme des espaces naturels protégés pour que la biodiversité qui s'y épanouit améliore en termes de diversité, en termes de nombre, en termes de robustesse, et que ces milieux soient aussi protégés. L'agence a des possibilités d'acquisition foncière et humides, des possibilités d'aide, d'obligations réelles environnementales qui permettent à la propriétaire privé de protéger ces milieux. Donc, les solutions fondées sur la nature, c'est une vision complète, holistique des milieux qui permet de travailler sur différentes composantes. Et l'intérêt de ces solutions fondées sur la nature, ça répond effectivement aussi aux services écosystémiques qu'apporte le milieu. On le verra tout à l'heure avec effectivement la capacité que les milieux aident à lutter contre les effets du dérèglement climatique en stockant par exemple du carbone, lutter contre les événements climatiques brutaux en atténuant l'effet des inondations, mais aussi tout simplement de permettre au bien-être humain. L'homme a besoin de nature et une nature en bonne santé. Donc, les solutions fondées sur la nature visent à permettre effectivement de remplir des services pour l'homme et tout en préservant les milieux et les espèces qu'elles habitent. Donc, concrètement, dans le cadre de notre deuxième programme, l'Agence de l'eau accompagne des études à visée opérationnelle pour permettre de définir de la manière la plus cohérente et la plus priorisée possible les actions à engager.
Donc, on peut aider la création de haies à vocation biodiversité. Donc, ce sont bien des haies qui utilisent des essences locales qui vont permettre à toute une foule d'espèces animales et végétales d'avoir effectivement le gîte et le couvert, de pouvoir se réfugier dans ces haies. Donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement des études qui soient portées par des collectivités ou leurs groupements, notamment les structures à compétence GEMA, GEMAPI, gestion de l'eau et des milieux aquatiques, prévention des inondations, et de pouvoir définir un diagnostic sur les trames vertes et bleues liées au projet. En clair, il ne s'agit pas de faire une étude sur un linéaire de haies disparate, mais d'essayer à l'échelle d'une structure communautaire ou d'un bassin versant, de définir quels sont les besoins de recréation de réseaux de haies qui va permettre effectivement de concourir à cette continuité écologique, ces corridors écologiques. Donc, de ce diagnostic, on peut ensuite établir effectivement des projets de recréation de haies et des plans de gestion sur un pas de temps de 3 ans qui permettent effectivement de s'assurer que l'on va créer des haies, mais qu'elles seront aussi correctement entretenues par la suite et que l'on aura une protection de ces haies. Un des éléments qui est fondamental, c'est lorsqu'on aide à la création de réseaux de haies, c'est de s'assurer que dans la durée, ces haies seront maintenues et ne seront plus détruites. Ça a été le cas beaucoup par le passé. Et une des solutions pour cela, c'est de les inscrire tout simplement dans les documents d'urbanisme et d'avoir des systèmes d'information géographique qui nous permettent de suivre effectivement la recréation de ces réseaux de haies biodiversité. Donc ce type de dispositif peut être aidé jusqu'à 80%. Et on a le pendant en termes de trame bleue avec la préservation, la restauration de la biodiversité liée à l'eau. On peut accompagner des programmes visant à protéger des espèces et notamment, ce sont forcément des espèces qui ont tout ou partie de leur cycle biologique qui se fait sur les milieux aquatiques et humides. C'est une des conditions sine qua non de l'action de l'agence. Mais on peut accompagner des espèces qui sont menacées et qui font l'objet de dispositifs soit de la part de l'État, soit de la part des régions, de dispositifs de protection particulière, qu'on appelle des plans nationaux d'action ou des plans régionaux d'action. Ce sont des espèces qui sont priorisées, sur lesquelles l'agence peut intervenir. Mais on peut intervenir aussi sur d'autres espèces menacées, qui feraient par exemple l'objet d'inscription dans les listes rouges nationales ou régionales, ou certaines espèces cibles, qui sont par exemple considérées comme des espèces parapluies. En protégeant l'espèce, on protège effectivement l'ensemble de l'écosystème dans lequel elle est partie prenante. On prend le cas de, par exemple, la loutre ou le castor, qui sont des espèces qui, effectivement, sont indicatrices et parapluies sur leur milieu. On a des espèces indicatrices que l'on peut suivre aussi, qui permettent de donner une bonne idée de l'état de la santé de l'écosystème qui les abrite. Donc, vous voyez tout un ensemble d'espèces que l'on peut, effectivement, accompagner à partir du moment où elles sont présentes sur une milieu aquatique et humide, au moins une partie de leur cycle biologique. Et les actions que l'on mettra en place en faveur de ces espèces, là, bien évidemment, l'agence de l'eau s'assure que les actions donnent des résultats concrets. Donc, on va mettre en place des suivis sur ces populations d'espèces avant, pendant et après l'action. Et on demande aussi à ce que toutes les données collectées sur ces espèces animales et végétales, aquatiques et humides, puissent être bancarisées, soit au niveau des données locales, au niveau de l'Agence régionale de biodiversité de Normandie avec le système ODA, qui remonte lui-même au niveau du système national, que le système national sur la protection de la nature, qui bancarise toutes les données naturalistes. Pourquoi c'est important? Parce que derrière, l'Agence de l'eau accompagne ses partenaires et permet de faire des études scientifiques sur l'état de l'évolution des populations de ces espèces, et ça permet d'avoir effectivement un indicateur de notre action. Donc, les aides sur la protection et la restauration de la biodiversité liée à l'eau et les actions spécifiques sur ces espèces peuvent être aidées jusqu'à 80% à l'outil. On a une nouveauté dans le cadre du 12e programme qui est le fait de pouvoir accompagner des dispositifs de franchissement pour des espèces hors piscicoles. Vous savez très bien qu'historiquement, on accompagne depuis longue date des actions de franchissement pour des espèces, effectivement, de poissons, notamment les poissons migrateurs, saumon, fruits de mer, lamproie, anguilles. Et là, le 12e programme ouvre la capacité à accompagner, effectivement, des systèmes de circulation pour des espèces hors piscicoles. Alors, de quoi il s'agit? On a, par exemple, des dispositifs pour des mammifères aquatiques, semi-aquatiques, comme la loutre, avec des loutres ducs. L'idée étant de permettre, sur des ouvrages d'art, de faciliter la circulation de ces espèces animales au niveau de l'ouvrage d'art, sous l'ouvrage d'art, pour éviter qu'en cas, par exemple, d'inondation, l'espèce préfère passer par le haut de l'ouvrage et par la route, avec des risques de mortalité très importants. On a eu, dans les 6 derniers mois, par exemple,
3 loutres écrasées en Basse-Normandie, ce qui amène à limiter la propagation d'espèces sur notre territoire. On fait pareil sur les espèces amphibiens qui, en période migratoire, notamment lorsqu'ils regagnent leur mare pour se reproduire, se mettent en grand danger en circulant au travers des routes. On a des dispositifs de patronymique, de systèmes qui permettent de passer sous la route pour éviter ces surmortalités. Donc, ces dispositifs, ils seront aidés, mais ils seront aidés de manière cohérente. On a des diagnostics qui s'appuient, notamment par des structures spécialistes, sur la fragilité des espèces, des habitats, des continuités. On ne va pas mettre un bateau-buc si effectivement il n'y a pas de circulation intense d'amphibiens dans ce secteur-là. C'est les études, c'est les analyses, les chantiers bénévoles qui nous permettent de dire qu'il y a un besoin et d'y répondre. Bien évidemment, comme souvent, on n'aide pas les nouveaux projets qui sont censés être équipés directement. On aide les projets existants, les ouvrages d'art existants qui ne sont pas équipés, et on peut accompagner jusqu'à 40% de subvention. On va aussi pouvoir accompagner ce qu'on appelle les milieux connectés. En fait, des milieux connectés, c'est des espaces de transition entre des espaces naturels aquatiques humides ou secs. Vous avez par exemple une rivière, ça donne humide, vous avez un poteau calcaire. Entre le poteau calcaire et la rivière, ça donne humide. Il peut y avoir un espace de transition qui peut être fondamental pour les espèces et pour la circulation des espèces. Donc ces trames vertes, elles favorisent la continuité écologique entre la trame bleue et elles favorisent le bon fonctionnement des espèces aquatiques humides et littoraux. Donc ces milieux peuvent être accompagnés à partir du moment où, comme souvent, ils sont intégrés dans une vision globale, dans une étude de planification globale qui nous permet de savoir comment agir. Donc on peut accompagner des milieux qui sont directement associés à la trame bleue, c'est-à-dire piscines, des espaces de transition, des zones régulaires, des bandes littorales, des milieux qui créent des corridors écologiques entre les sites de trame bleue. C'est le cas, par exemple, des réseaux de mares que j'ai vu tout à l'heure, des milieux permettant l'accomplissement du cycle de vie des espèces liées à l'eau, des espaces de bon fonctionnement des milieux. Donc, on peut sortir du cadre sur des espaces aquatiques humides et intégrer ces milieux connectés à partir du moment où on a des études de planification qui nous permettent de savoir comment agir et nous montrent l'intérêt de la biodiversité. Sur la préservation et la restauration de la biodiversité liée à l'eau, donc on va pouvoir financer des travaux favorisant la résilience des espèces. La résilience, c'est la capacité effectivement de recréation des espèces à partir du moment où on leur met des conditions favorables. On peut prendre l'exemple du sonneur à ventre jaune, qui est resté une population résiduelle. On a accompagné dans le programme un élevage conservatoire et la réintroduction d'individus dans des zones humides adaptées, ce qui permet à des populations de s'épanouir, et on a constaté la reproduction sur ces nouveaux espaces de cette espèce menacée. Donc la résilience, l'espèce a capacité à effectivement se renforcer à partir du moment où on lui permet de le faire. Et on peut préserver et restaurer les populations qui seraient effectivement fragiles ou menacées. Toujours en ciblant sur des espèces protégées, notamment celles des plans nationaux d'action, plans régionaux d'action, ou des espèces pour lesquelles il a été démontré dans des études préalables qu'il y avait un intérêt particulier d'agir, ou certaines espèces indicatrices. Donc on voit que sur la problématique espèce, l'agence de l'eau a un rôle très important. Ça a été évoqué le fait qu'on luttait contre les espèces exotiques envahissantes qui étaient en phase dynamique d'implantation de colonisation, puisqu'elles ont tendance à faire de la concurrence sur des espèces locales, fragiliser les milieux, déséquilibrer les milieux. On voit qu'on peut accompagner des espèces parapluies, parce qu'en accompagnant ces espèces, on accompagne toute une cohorte d'espèces associées, et donc c'est bénéfique pour l'ensemble de la diversité. On peut accompagner des espèces aussi qui sont très importantes, spécialistes, puisque ces espèces peuvent former effectivement des milieux. Pour prendre le cas des sphènes, qui sont à la base de la création des tourbeuses et des paratourbeuses. On peut aider certaines espèces, effectivement, pour lesquelles on a une responsabilité particulière, ce sont notamment les espèces endémiques, et on peut aussi mettre en place des programmes sur des espèces qui sont bio-indicatrices, qui nous permettent, avec le service, effectivement, d'études, de suivre l'évolution bénéfique des milieux naturels et aquatiques, en suivant, effectivement, les populations et l'état de santé de certaines espèces. Donc, vous voyez qu'on a un programme sur la biodiversité, notamment spécifique, qui est quand même très important, qui est un petit peu nouveau. Et on a des capacités à accompagner des porteurs de projets de tout type. À partir du moment où vous avez des projets sur des espèces liées aux milieux aquatiques et humides, n'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi vous aider à co-construire des projets avec effectivement les acteurs du territoire.
Merci. Merci Gwendal. Alors, est-ce qu'on a des questions spécifiques à cette partie biodiversité? Oui, alors, Gwendal, est-ce que tu peux repréciser s'il est possible d'accompagner des plantations de haies sur des terrains privés, sachant que ce projet serait bien porté par un maître d'ouvrage privé? Alors, de la même manière que ça a été répondu tout à l'heure, l'Agence de l'eau a un système organisationnel qui s'appuie fortement sur les structures locales en place et les collectivités en place. Donc, il est proposé de se rapprocher des structures à compétences GEMA, GEMAPI, et de pouvoir voir avec elles si effectivement une étude TVB a été engagée. Et dans le cadre de ces études TVB, on va pouvoir, comme ça a été dit, regarder quels sont les besoins de recréation de corridors de haies, de biodiversité. Et c'est à ce moment-là, sur généralement portage de ces collectivités, qu'elles vont elles-mêmes se rapprocher des propriétaires privés qui seraient volontaires pour mettre en place ce type de haies. Et on privilégie généralement un portage des collectivités, ce qui permet effectivement, notamment à travers des marchés à longue commande, de pouvoir faire des grandes opérations groupées de commandes et de plantation de haies. Donc, si on a un propriétaire privé qui a des centaines d'hectares et qui souhaite mettre des haies de biodiversité, à partir du moment où l'étude TVB a été réalisée et que ça a du sens, on peut le prendre directement. Et généralement, on privilégie le relais par des structures partenaires en local, qui d'ailleurs ont aussi des postes aidés par l'Agence de l'eau pour réaliser ce portage. Une petite question également, on s'est beaucoup focalisé sur les haies, mais est-ce que tu peux préciser si dans ces notions d'espace connecté ou de tram vert et bleu, on peut aussi accompagner des projets qui seraient relatifs par exemple aux prairies qui seraient autour du Mar avec la notion de tram turquoise. Donc peut-être des petites précisions, des exemples sur ces notions d'espace connecté ou de possibilités d'activité. En fait, j'ai envie de répondre que tout projet nous intéresse. Reprenez contact avec nous et on verra avec vous si ce projet effectivement a du sens. Je vais reprendre cet exemple du sonneur. Lorsque l'URCPU est venu voir sur le sonneur, le projet était très limité dans le temps et dans l'espace. On a travaillé pour faire en sorte que ce projet prenne de l'ampleur en termes de surface et en termes de temporalité et pour co-construire un projet ensemble. Si vous avez un projet qui concerne effectivement des mares, des prairies humides adossées, des zones forestières, des bois alluviaux, des zones de massifs forestiers, contactez-nous parce que à la fois sous l'angle biodiversité de l'Agence de l'eau, on va pouvoir vous dire si c'est éligible et vous aider à co-construire un projet. Et dans certains cas, si le 12e programme de l'Agence de l'eau ne permet pas d'aider, on a la possibilité aussi de vous réorienter vers d'autres dispositifs. Madame Fauché a évoqué tout à l'heure le Fonds vert et la stratégie nationale de biodiversité. Certains projets ne sont pas éligibles à notre politique biodiversité du deuxième programme, mais ils peuvent l'être au Fonds vert et inversement. Et donc, on peut vous aider à monter et co-construire et à réfléchir vos projets. Et comme je vous dis, tout nous intéresse dans la biodiversité. Pour tout. Question sur une des nouveautés du programme, les fameux aménagements type outre-duc. Alors, encore une fois, question sur la maîtrise d'ouvrage et qui peut solliciter l'agence, association, syndicat, propriétaire de la route contournée. Je suis ravi de vous poser la question parce que ça va me permettre de dire quelque chose que j'ai oublié de dire. Donc, on a tout type de porteurs. Mais généralement, les propriétaires d'ouvrages d'art, ce sont plutôt effectivement des services départementaux. On peut avoir quelques propriétaires peut-être privés, mais et une des difficultés qu'on a, c'est que lorsqu'il y a des projets de réfection d'ouvrages d'art, on n'a pas toujours la connaissance de la nature technique de la mise en œuvre de ce type de outre-duc ou de crapauduc. Et comme on travaille avec des structures spécialisées, on travaille notamment avec le groupement mammalogique normand, on a commencé à solliciter de la part du groupement mammalogique normand la capacité qu'ils auraient d'accompagner des porteurs de projets qui auraient l'envie de faire des travaux pour faire en sorte de les aider à créer ce type de l'outre-duc, notamment en accompagnant sous forme d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, vous avez quelqu'un qui s'appelle Bastien Thomas au groupement mammalogique normand que vous pouvez contacter sur un projet d'outre-duc qui va vous aider à vous accompagner techniquement dans le cadre de la mise en place de votre projet. Et pour l'agence de l'eau, c'est très important parce que l'agence de l'eau n'agit pas seule, elle agit avec un réseau de partenaires. Et là, sur les outre-ducs, on a un partenaire identifié qui peut vous accompagner là-dessus. Et dont les coordonnées viennent d'être mises à disposition dans le chat. Donc voilà, vous avez toutes les informations que vous aviez besoin. Question plus spécifique sur les zones Natura 2000. Dans quelle mesure l'agence ne peut pas être partenaire sur ces zones-là?
Alors là aussi, on travaille en réseau. Lorsqu'il y a un site Natura 2000, généralement, il y a un contrat Natura 2000 signé avec l'État qui est représenté par l'Adréal. Et dans ce contrat Natura 2000, il peut y avoir un financement d'animation ou de travaux faits par l'Adréal au niveau du porteur de projet. L'agence n'intervient pas sur ce champ-là. L'agence n'intervient que sur les actions qui ne sont pas inscrites dans la contrat Natura 2000 et qui pourraient être nécessaires sur ce terrain. Donc, on a un travail en bonne intelligence et main dans la main avec les autres acteurs de biodiversité. Et donc, si vous avez un site Natura 2000, c'est pas pour autant que l'agence ne pourra pas l'accompagner, mais toutes les actions inscrites dans votre projet Natura 2000, c'est effectivement l'Adréal qui financera et pas l'agence. Et une question qui nous a été, alors je ne sais pas si tu auras la réponse, est-ce que tu sais à peu près à quelle date les informations sur le Fonds vert 2025 seront disponibles? Alors, là aussi, il faut se rapprocher de nous, puisqu'on est instructeur Fonds vert, et au titre de la stratégie nationale de biodiversité, on est en contact avec les services, effectivement, Fonds vert. Donc, on a un processus Fonds vert qui se met en place. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a effectivement quelques événements au niveau national qui ont fait qu'il y avait peut-être une mise en route progressive du Fonds vert. Et donc, rapprochez-vous de nous. Déposez des dossiers, si vous avez des dossiers à déposer sous démarche simplifiée, et on vous tiendra au courant de la capacité qu'on aura à les traiter et des conditions dans lesquelles on va les traiter. Il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, il y a aussi des réponses qui sont dans le chat, mais tous les participants ont accès. On a de bonnes informations et des données. Parfait. Merci Gwendal. Donc, on va passer à la partie sur la prévention des risques naturels par les solutions fondées sur la nature et un volet aussi sur stratégie foncière pour les espaces naturels. Donc, c'est Céline Manac, donc chargée d'opérations érosion, ruissellement, inondation à la direction territoriale qui va vous présenter ça. Tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, un petit focus sur ces deux sous-parties du chapitre F. Alors, au niveau donc, des actions aidées sur ce volet ruissellement, érosion, inondation, donc on va avoir les études et les travaux, donc ça reste assez classique avec ce qui se passe notamment dans le 11e programme. Donc, des études sur la connaissance du risque inondation, submersion marine, des études aussi éventuellement sur les zones d'expansion de crue, donc avec un inventaire, un diagnostic, pour après éventuellement conduire à leur réhabilitation, et après des études aussi à portée un peu plus générale à l'échelle du bassin versant, donc sur l'aménagement des bassins versants, notamment en termes de projets en hydraulique douce, éventuellement structurants. Donc au niveau des travaux, donc c'est voilà, on peut aider notamment dans les au niveau des restaurations des zones naturelles d'expansion de crue, à l'acquisition foncière ou à l'arasement de digues ou de merlons. Les travaux en hydraulique douce, je reviendrai dans la diapo suivante un peu plus en détail, mais voilà, c'est les études, notamment la maîtrise d'œuvre, et puis après les travaux et les implantations d'aménagement. Au niveau la transfert du risque inondation, ça va être des choses où on va pouvoir se rapprocher du chapitre C du programme, donc plus le chapitre agricole. Mais on peut aussi aider là, sur ce volet érosion ruissellement, l'accompagnement et les financements, notamment sur la volonté de la collectivité de mettre en place des servitudes. On va accompagner le volet, notamment au niveau des actes notariés, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et on peut aussi alors accompagner un volet sensibilisation, culture du risque, notamment avec la pose de repères de crues de futurs niveaux marins. Donc là, on va s'appuyer surtout sur les PAPI, les programmes d'action de prévention des inondations. On peut aussi, il est aussi possible d'accompagner les actions de communication, et donc là, qui vont être intégrés au projet de travaux, donc dès le départ, notamment par des panneaux pédagogiques et autres. Donc là, c'est à envisager, à anticiper dès le projet de travaux. Et enfin, un volet animation, donc spécifique érosion ruissellement, donc systématiquement en lien avec le contrat de territoire
Et donc là, c'est une nouveauté par rapport au 11e programme. Sous le 12e programme, on passe de 50 à 80% de subventions sur cette animation-là, avec un minimum des 0,25 ETP. Et donc, on finance ces animations-là auprès des collectivités qui ont la compétence GEMAPI. Un petit rappel sur les actions non éligibles. Je le dis souvent sur le terrain, donc pas mal de personnes ne seront pas trop étonnées que j'en parle. Voilà, on n'aide pas les projets, études ou travaux si le seul enjeu, c'est la protection des biens et personnes. C'est un enjeu qu'on n'occulte pas et qu'on peut prendre en compte, mais c'est alors du coup dans un projet multithématique avec d'autres enjeux éligibles. Donc là, d'ailleurs, je vais en reparler. Donc les enjeux éligibles, c'est la protection de la ressource en eau, des milieux aquatiques et humides, des zones sensibles à la pollution microbiologique dans le littoral, et donc en réduisant les risques de ruissellement et d'érosion, et voilà, afin de freiner au maximum et d'éviter, même si on peut, le transfert des polluants et des sédiments sur ces enjeux à risque. Donc on va se baser à chaque fois sur une démarche territoriale, à l'échelle du bassin versant ou du sous-bassin versant, et avec une notion de solidarité amont-aval afin d'aménager tout l'axe de ruissellement. Si on aménage que l'aval, ça ne sera pas efficace, etc. Donc, l'idée, c'est de multiplier les aménagements, notamment sur l'hydraulique douce, de les multiplier pour que l'efficacité soit maximum. Donc, on se base aussi sur des études, et notamment les plans d'aménagement d'hydraulique douce. Alors, au niveau hydraulique douce, là, il y a assez peu de nouveautés par rapport au 11e programme. On est toujours sur une subvention à 80% maximum. Voilà, des petits exemples d'aménagement possible, hein, les bancs herbés, les haies, donc double rang, triple rang, etc. Les fascines, les noues, les mares tampons. Donc là, avec une formalisation de la stratégie mare, donc en cours ou voire même déjà délibérée, avec l'objectif de toute façon, si c'est des stratégies que vous menez qui sont en cours, l'objectif final, c'est bien d'avoir une délibération par les élus. Un petit rappel, donc sur les haies anti-érosives, on va financer les projets avec uniquement des essences locales. Donc je le dis de suite, tout ce qui est miscanthus ne peut pas être aidé sur ce volet érosion-ruissellement. Là, le miscanthus, on est bien sur une culture, une production, et on sort complètement de la thématique érosion-ruissellement et de la volonté d'avoir des projets axés quand même plus biodiversité, donc c'est pas le souhait à ce niveau-là. Et donc, on peut aussi accompagner financièrement les servitudes pour pérenniser les aménagements, et je pense aussi notamment aux servitudes pour maintien d'herbe. Donc là, on va accompagner le coût des actes notariés notamment. Alors, sur l'hydraulique structurante, donc c'est quelque chose qui est encore au programme, qui est un peu plus délicat. On en finance quand même beaucoup moins, et c'est vraiment, on l'a maintenu pour les secteurs où voilà, il n'y a pas d'autres possibilités, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser ce volet-là. Donc là, on sera sur un taux de subvention à 40% maximum, et on est bien sur une programmation qui doit être conjointe avec une programmation d'action en hydraulique douce. Et donc, c'est vraiment juste un complément. Alors, au niveau des engagements, il n'y a pas de nouveauté. Donc, on est toujours sur le solde de données d'une inscription sur la base de données Castor. Donc, c'est une base de données qui est menée par l'AREAS. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette association. Et donc, à noter que cette base de données est en cours de refonte. Donc, il y aura une nouvelle base de données, il y aura de la communication sur cette nouvelle base. Et normalement, l'utilisation sera facilitée et avec un SIG notamment plus performant. Après, voilà, l'identification des éléments dans les PNI de la structure compétente, c'est quelque chose qui existait déjà dans le 11e. C'est un engagement qui est inscrit dans le formulaire d'aide. Donc, il n'y a pas de nouveauté sur celui-là. Alors, un petit balayage rapide du volet foncier. Donc, on peut accompagner
les stratégies foncières, le volet acquisition foncière, la mise en réserve, l'échange parcellaire ou la contractualisation. Voilà, quand on parle de volet foncier, faut pas juste imaginer acquisition, il y a vraiment plein d'éléments qu'on peut mettre en place et qui ne correspondent pas que à de l'acquisition. Donc, pour évoquer ce volet-là du foncier, d'acquisition foncière notamment, si, ça va être dans le cas où on a besoin d'acquérir des parcelles pour mettre en place des aménagements, donc soit en hydraulique, soit des acquisitions de zones humides et de leur milieu connecté, on va demander est-ce qu'il y a une stratégie foncière, donc une délibération à minima. Là, sur les ORE, effectivement, la durée minimale est de 30 ans. Ça, c'est une nouveauté par rapport au 11e programme. On est bien sur un seuil plancher de 3 500 €. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour acquérir des petites surfaces. C'était pas possible. Et sinon, on est à 80% sur tous les volets, sauf sur le volet mise en réserve foncière, où là, on peut financer l'avance à 100%, et donc cette avance est remboursable sous un délai de 5 ans maximum. Donc, et après, voilà, on se fixe sur les arrêtés ministériels, sur les valeurs des terres, on se fixe sur ces arrêtés-là. Après, il y a pas mal de points de détail. Là, sur le volet foncier, si vous avez des projets, je vous encourage vraiment à contacter le chargé d'opération, votre chargé d'opération à l'agence pour vraiment bien monter le dossier. À noter qu'il y a également une annexe qui est vraiment bien faite. Elle est disponible sur le site internet de l'agence au même endroit où il y a les formulaires d'aide. Et cette annexe, en fait, elle permet vraiment, ça fait un petit peu de checklist, et elle permet vraiment de ne rien oublier, parce que par exemple, on peut intégrer dans ce volet foncier les frais de géomètre, les actes notariés, etc., les indemnités. Donc, ça permet vraiment de ne rien oublier. Comme c'est un document bien fait, c'est bien de l'utiliser. Et donc là, voilà, au niveau des engagements, différentes mentions à intégrer dans les actes de vente ou dans les documents, je pense à la mise en réserve, avec voilà, des références. Là, c'est spécifique vraiment suivant le volet mobilisé. Donc là, il faut vraiment vous rapprocher du chargé d'opération pour être sûr de ne rien oublier. Voilà, moi j'en ai fini. S'il y a des questions. Alors oui, est-ce que Céline, s'il te plaît, tu peux préciser si le PhD est le seul document nécessaire ou si d'autres outils de planification comme des schémas directeurs de ruissellement à l'échelle d'un bassin versant peuvent permettre ensuite d'accompagner des projets. Oui, non, enfin, le PhD n'est pas le seul document, parce qu'on peut avoir aussi des études globales hydrauliques, enfin, on peut avoir ce genre de choses-là, on appelle études hydrauliques. Schéma directeur à l'échelle d'un bassin versant, j'ai pas eu encore, parce que souvent les schémas directeurs sont à l'échelle de PCI type communauté de communes ou communauté d'agglo, donc si c'est à l'échelle pertinente, pourquoi pas. Le PhD n'est pas le seul document qu'on peut utiliser. C'est pareil par rapport à des choses que tu as dites concernant le miscanthus. Est-ce que tu peux préciser, a priori, tu as plutôt parlé du miscanthus à l'échelle d'une parcelle. Est-ce que on peut envisager d'utiliser le miscanthus pour créer de la haie herbacée, c'est-à-dire un linéaire de miscanthus? Alors, le volet miscanthus peut être accompagné financièrement, notamment sur les périmètres de protection de captage. Et là, ça sera sur le volet agricole, donc c'est plus avec mes collègues, donc Gaëta IDI et puis Jérôme Ratierson, qu'il faudra se rapprocher. Et là, on est plus sur un volet volonté de dilution des pollutions. Sur le volet érosion-ruissellement, en fait, le miscanthus ne peut pas... enfin voilà, c'est un choix et c'est écrit même en dur dans le programme. On ne peut pas l'utiliser parce que c'est pas une espèce locale. Voilà. C'est de l'herbe à éléphant, hein. Le nom parle pour lui. C'est bien une culture de production, donc avec un rendement économique à la suite. Et c'est une culture qui, au bout de 20 ans, doit être remplacée. Donc, on n'est plus du tout dans
la pérennité de la haie qu'on veut maintenir sur plusieurs dizaines d'années. Concernant les stratégies foncières, si elle est en cours d'élaboration et pas encore délibérée, est-ce que c'est quand même accompagner des acquisitions? Alors, il faut qu'il y ait la stratégie peut être en cours, et ce qu'on a indiqué, ce qui était indiqué sur le diaporama, c'est vrai que c'est écrit stratégie foncière. Derrière stratégie foncière, il y a plusieurs choses. Il y a la stratégie qui peut s'expliquer sur plusieurs pages et prendre en compte plusieurs enjeux. Mais voilà, sur le volet milieu aquatique ou érosion ruissellement, on peut avoir une stratégie plus simple. Et donc c'est une délibération qui tient sur une page et où voilà la collectivité s'engage sur ce volet-là, mais ça reste simplifié et pas s'interdire de déposer des projets. Je crois que quasiment tous nos attributaires ont dû délibérer sur ce volet-là. Donc, en principe, ça ne doit pas poser de problème. Pas d'autres questions, a priori. Les assignations étaient suffisamment. Merci. Parfait, merci Céline. Et donc, on va donner la parole à la dernière intervenante ce matin, donc Fanny Olivier, chargée de politique territoriale à l'Agence de l'eau, qui va aborder les chapitres G et H sur l'acquisition de connaissances sur les milieux aquatiques marins et abreuvoirs et H sur la mobilisation des acteurs du territoire. Bonjour à tous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, mes collègues vous ont présenté en fait différentes études qui pouvaient déjà être financées sur leur thématique particulière, mais on peut aussi financer au sein de l'agence des études à visée plus générale, on va dire, qui peuvent permettre une meilleure compréhension des écosystèmes aquatiques, de l'hydrologie, des hydrosystèmes. Et donc, ça sera dans ce chapitre-là, toujours avec un taux de 80%. On peut intégrer aussi des programmes de recherche. On peut aussi financer ce type d'études. Et puis, les études que l'on a beaucoup financées durant le 10e et le 11e programme, mais il peut en rester encore, c'est des études de gouvernance, en fait. Tout à l'heure, on vous a parlé un peu d'organisation d'une gouvernance adaptée. Sur certains secteurs, il peut rester encore des questionnements là-dessus et on peut essayer d'améliorer une gestion hydrographique en finançant ce type d'études de concertation et de mise en place de nouvelles structures GEMAPiennes sur les territoires. On a aussi, quand on réalise des études, on a besoin de données. Et donc, c'est mieux d'avoir des chroniques longues. Donc, l'agence de l'eau, bien sûr, a son réseau de mesures pour suivre l'état des lieux, mais les partenaires peuvent aussi mettre en place des réseaux de surveillance sur leur territoire. Donc là, bien sûr, ça ne concerne pas que les eaux superficielles et les rivières, mais bien aussi les eaux souterraines. On peut financer un certain nombre de piézomètres, par exemple. Tout à l'heure, on parlait du sujet quantitatif. Sur certains secteurs, en fait, on peut avoir des méconnaissances ou pas assez de chroniques de données. Et donc, du coup, on peut améliorer ces chroniques en mettant en place de nouveaux piézomètres, surtout sur les secteurs en tension quantitative, mais pas que, et pour améliorer la connaissance des différents hydrosystèmes. Bien sûr, sur ces thèmes-là, vous allez avoir les informations à la fin, mais c'est Jérôme Ratti-Arson, notre spécialiste, notre chargé d'études au superficiel, et Johanna Mesquita qui pourront vous aider à mettre en place ces réseaux, puisque voilà, ils ont déjà la connaissance des réseaux que nous avons et justement peut-être le manque de données sur certains territoires qui ont besoin d'améliorer pour mieux comprendre les systèmes et donc se rapprocher d'eux, surtout en amont, avant d'établir un réseau de surveillance. Et donc, bien sûr, avec des taux toujours hauts de 80% maximum d'aide. Et le dernier point qu'on voulait voir avec vous, Monsieur Collin, tout à l'heure, vous a parlé des outils mis en place dans le cadre du 12e programme, comme précédemment, qui sont les contrats
de territoire, mais nous accompagnons aussi les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Nous en avons un certain nombre déjà présents sur les territoires. Donc, on les accompagne tout au long de la procédure, de la phase d'émergence à l'élaboration et à cette phase de mise en œuvre. Donc, quand même une nouveauté, pas liée seulement au plan eau, mais on a bien vu que ces outils sont quand même très intéressants pour avoir une gouvernance adaptée sur les territoires et qui intègre vraiment tous les acteurs du territoire. Et donc, on a un taux d'aide pour l'animation des sages qui est passé à 70%. Et puis, une petite particularité, donc, c'est, on a bien vu qu'on a un programme avec un enjeu sobriété fort lié au plan eau, et donc on a sur les secteurs en tension quantitative ou avec des problématiques qui commencent, on va dire, liées notamment au changement climatique, mais pas que, on peut passer à une animation à 80% d'aide sur ces secteurs-là. La phase d'études qui sont liées à l'émergence du sage jusqu'à sa mise en œuvre sont financées à 80%, en lien aussi avec les études présentées précédemment. Un petit point qui ne fait pas partie de la diapo, mais qu'il faut avoir en tête, donc le plan eau a mis en avant aussi des instances de dialogue qui pouvaient être mises en place liées à des problèmes quantitatifs. Donc, avant de se dire on va se lancer tout de suite dans un sage, on peut aussi aider à la mise en place de ces instances de dialogue pour aboutir à la finalité qui est un sage avec une commission locale de l'eau adaptée avec tous les acteurs du territoire. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Sur les études volume prélevable, on a fait un appel à projet en 2024. Donc, la plupart, enfin, les secteurs concernés ont répondu. Donc, les études sont lancées depuis janvier 2025. Mais bien sûr, s'il y a d'autres secteurs qui n'avaient pas répondu à temps dans cet appel à projet, on peut bien sûr aider. Vous l'avez vu précédemment, et la surveillance sur ces secteurs pour améliorer la connaissance et mieux comprendre ces phénomènes-là. Oui. Si vous avez des questions. Donc là, je vous ai mis Johanna Mesquita pour les eaux superficielles, Jérôme pour les eaux souterraines, et moi sur la partie gouvernance, le gypsum aval et puis les sages. Et là, c'est parti. Suffisamment clair et précis. Je vérifie. N'hésitez pas si vous avez des regrets, des petits points de complément à demander. C'est maintenant dans le chat. Dans ce cas, je vais conclure. Merci à tous ceux qui ont préparé ce webinaire d'abord, et merci pour vos questions et vos interventions dans le chat. D'après ce que j'ai compris, il y a eu pas mal d'échanges. Donc c'est parfait. On vous invite, vous avez bien compris, à prendre contact avec nous dès qu'il y a un doute ou un projet en cours bien en amont. On est disponible pour ça. Et on vous rappelle aussi que les webinaires, donc là c'est le 3e, il y en a un autre demain sur la partie industrielle, sont enregistrés et seront disponibles sur le site de l'agence dans un délai qu'on ne connaît pas encore, mais raisonnable. Merci beaucoup et à bientôt.